l'exploitation du gaz de schiste et quelles sont les répercussions et même les rebondissements avec les mouvements de manifestation des populations Oui. locales. Alors, bon, j'ai déjà répété à plusieurs reprises que la rente pétrolière, c'est la base du régime algérien. Or, voilà que dès 2010, la production pétrolière du pays a commencé à baisser. La production gazière également. Et ensuite, ce sont les prix du pétrole qui ont commencé à chuter. Et depuis le juin 2014, ils ont commencé à dégringoler sérieusement. En novembre 2014, il y a eu cette fameuse réunion de l'OPEP au cours de laquelle les Saoudiens ont décidé de maintenir donc, le niveau de 35 millions de barils par jour qui était le produit et qui a provoqué donc une dégringolade totale des prix du pétrole. Et c'est à ce moment-là que le régime algérien, alors que enfin, tout cela était prévisible, on pouvait s'attendre quand même à ce que les prix commencent un jour à baisser, mais bon, tant que l'argent rentrait, ça ne les intéressait pas. Puis tout d'un coup, ils se sont rendus compte que la situation devenait très difficile pour eux. J'ai indiqué tout à l'heure que le pétrole, c'est ce qui permet de subventionner un tas de produits et donc d'acheter la paix sociale, mais également d'acheter des soutiens, d'acheter des consciences, etc. Et si les recettes diminuent, bon ben, on ne peut plus le faire aussi facilement. Et c'est là que le régime algérien s'est mis à la recherche d'une autre source de revenus. Et bon, ils connaissent la rente pétrolière et ils ne savent pas, connaissent pas autre chose. Hein. Il faut une rente, quelque chose qui fait rentrer de l'argent comme ça très, très facilement. En parallèle, les Américains développent l'industrie du gaz et du pétrole de schiste, des huiles de schiste aux États-Unis. Et il y a une étude qui a été faite par l'Agence fédérale de l'énergie, l'agence américaine, qui place l'Algérie en 3e position dans le monde pour ce qui est des réserves de gaz de schiste. Il y a eu des négociations qui ont été menées, et comme il y avait cette fameuse loi sur les hydrocarbures qu'il fallait le reviser, parce que également, en parallèle à tout cela, il y a eu 3 appels d'offres pour l'attribution de permis qui ont été lancés entre 2010 et 2014, qui n'ont donné aucun résultat. Ce qui fait que le nouveau ministre de l'énergie, donc Youssef Yousfi, prend contact avec les compagnies pétrolières et leur demande qu'est-ce que vous voudrez que nous fassions. Et les compagnies exigent 2 choses, la révision du système fiscal, enfin de la fiscalité, et l'autorisation d'exploiter le gaz de schiste en Algérie. Et c'est comme ça que la nouvelle loi donc, qui a été faite en 2013 autorise le gaz de schiste, et il y a eu également cette révision sur des clauses fiscales. Cependant, les compagnies ne sont pas bousculées au portillon pour exploiter le gaz de schiste algérien. Parce que, entre-temps, donc, il y avait le développement aux États-Unis, que les prix, les compagnies elles savaient que les prix allaient dégringoler, et donc, alors il y a un autre appel d'offres qui a été lancé dans le courant de l'année 2014. Bon, à 2 ou 3 reprises, il y a eu un report des délais de remise des offres parce qu'il n'y avait aucune offre. Et finalement, c'est en septembre 2014 qu'il y a eu ouverture des plis. Et au cours de cette ouverture des plis, on a constaté que sur les 35 gisements, 35 permis qui étaient proposés pour l'exploitation, sur ces 35 permis, il y a eu que 4 qui ont trouvé preneur, premièrement, et sur ces 35, il y en avait 17 qui étaient situés dans des zones censées contenir du gaz de schiste. Il n'y a aucune offre là-dessus. Donc les Algériens ont compris que le gaz de schiste n'intéressait pas en réalité les compagnies pétrolières. Donc, ils se sont lancés tout seuls dans l'exploitation du gaz de schiste, et depuis, entre 2013
Et 2014, il y a eu une dizaine de puits de gaz de schiste qui ont été forés, dont 2 dans la région d'Insala. Alors, l'exploitation, enfin ce n'était pas encore l'exploitation, c'est les premiers forages, donc les découvertes. Il suffit d'aller sur Internet et vous voyez les images, c'est horrible ce qui a été fait au niveau d'Insala, parce que bon, l'exploitation du gaz de schiste nécessite l'injection de quantités énormes. D'abord, c'est 20 000 mètres cubes par puits d'eau qui doivent être injectés dans chaque puits, et de l'eau qui contient près de 600 produits chimiques qui sont extrêmement dangereux donc pour la santé de l'homme et pour l'environnement d'une manière générale. Et ce que l'on voit sur ces images, c'est que cette eau qui est récupérée, qui est donc une eau polluée, qui est récupérée en surface, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont creusé dans le sable des sortes de grands bassins, au fond desquels ils ont mis une bâche en plastique pour assurer une certaine étanchéité, et ils ont mis ces eaux usées dans ces bassins. Quand on sait comment les gens travaillent en Algérie, et je suis certain que ces bâches doivent être déchirées en plusieurs endroits. De plus, c'est des produits chimiques qui vont petit à petit bouffer ce plastique, et donc l'étanchéité, il n'y en a plus. Hein. À Insalah, la couche d'eau, le nappe aquifère qu'ils utilisent se trouve à une cinquantaine de mètres de profondeur. Hein. 50 mètres, c'est trop fort rien. Hein. Donc ces eaux usées, polluantes, qui peuvent arriver à cette zone, bon, ben, ça veut dire que pour ces gens-là, pour les habitants d'Insalah, c'est fini. Hein. Leur agriculture, leur petite agriculture, les produits, enfin l'agriculture vivrière, puisque c'est de ça qu'ils vivent, leurs animaux, etc. Il y a eu des cigognes qui sont mortes, il y a eu des pigeons qui sont morts, il y a eu des chameaux qui sont morts, et tout ça, ça existe sur Internet, hein, vous voyez les images. Bon, donc les gens à Insalah se sont révoltés contre cela, et eux, c'était comme disait notre ami tout à l'heure, c'est leur vie qui était en jeu, hein, et donc leur motivation était immense. Eux n'avaient pas de revendications politiques, n'avaient pas de revendications financières, ils ne demandaient pas des subventions, ni enfin quoi que ce soit. Et pour le pouvoir, c'est la première fois qu'il affrontait une telle réaction de la part du peuple, la colère du peuple, et il n'a pas su traiter ce genre de problème, parce que systématiquement, chaque fois qu'il y a des mouvements de ce genre, que ce soit sur le plan politique ou autre, les méthodes qu'ils utilisent, c'est soit la violence, bon, c'est les gaz lacrymogènes, c'est la police, les CRS, etc. Si ça ne marche pas, c'est l'infiltration. Si l'infiltration ne marche pas, c'est donc l'infiltration, c'est-à-dire également noyautage du mouvement. On soudoie les leaders des mouvements. Et en dernier ressort, c'est le clonage. Hein, on crée donc des clones. Toutes ces techniques ont été utilisées à Insalah. Ils ont essayé d'abord la violence, mais ces gens-là étaient tous les jours, pendant 6 mois, de janvier jusqu'à juin 2015, tous les jours, c'est toute la population d'Insalah qui était sur la place centrale de la ville et qui manifestait sa colère contre Ils ont essayé même d'aller sur les forages, et là, ils se sont heurtés à l'armée et au CRS qui les ont empêchés d'y aller, alors qu'ils allaient simplement pour remettre le copie de la demande de moratoire qu'ils avaient adressée à Bouteflika en personne. Donc la violence n'ayant pas marché, ils ont essayé l'infiltration. Alors là, ils ont utilisé une méthode abjecte. Ils ont envoyé évidemment leurs propres agents. S'il vous plaît, pouvez-vous rappeler les épisodes de cette violence? La violence, je vous dis, c'est l'utilisation donc de la police, de l'armée, et ils ont même essayé de faire en sorte que les manifestants eux-mêmes deviennent violents. Sauf que les gens du Sud sont des gens qui sont extrêmement pacifiques. C'est l'environnement, c'est le fait qu'ils vivent dans un désert où la nature est tellement difficile à supporter qui fait que les gens sont beaucoup plus pacifiques qu'ailleurs. Donc ils n'ont pas obtenu de réponse violente de la part. Il n'y a pas eu une seule fois, ils n'ont pas
casser ne serait-ce qu'une vitre quelque part. Donc la violence n'a pas marché. Alors l'infiltration, je dis, la méthode qu'ils ont utilisée, c'est vraiment abject. Ils ont envoyé leurs propres agents, qui se sont infiltrés dans le groupe des manifestants et qui, à un moment, commencent à sortir des tracts qu'ils distribuent à droite et à gauche, des tracts signés Daesh. Comme quoi, c'est Daesh qui contrôle ce mouvement et qui est derrière ce mouvement. Les gens d'Insalah les ont pris, les ont photographiés avec leurs tracts, etc. Ils les ont mis à la porte. Bon, les autres ont tout de suite compris, ils avaient été découverts, donc ils ont abandonné. Ils ont essayé également de noyauter ou de soudoyer les leaders du mouvement. Ils ont réussi en partie en ce sens que le plus grand leader du mouvement, le Premier ministre, lui a promis de le nommer directeur général d'un observatoire du gaz de schiste que l'Algérie comptait utiliser. Et probablement, il a dû promettre un salaire mirobolant. Bon, le gars est tombé dans le panneau, il a accepté. Et puis, il a réussi à entraîner avec lui 3 ou 4 copains à lui dans le comité qui gérait donc ces manifestations. Mais les autres, ils l'ont laissé, ils ne l'ont pas attaqué, ils l'ont pas... Bon. Et donc le gars a été éliminé. Ils ont essayé ensuite de cloner le mouvement. Ça non plus, ça n'a pas marché. Enfin, toutes les techniques qu'ils connaissent, ils les ont essayées, mais ça n'a pas marché à Insalah. C'est dire si ces gens-là sont réellement motivés. Et ils sont motivés tout simplement parce que c'est leur vie qui est en jeu. Cheikh Ibn Khalil, le retour de Cheikh Ibn Khalil, et même vous avez écrit une tribune sur Mediapart qui était un peu sévère. Vous avez même accusé la CIA de l'avoir ramené en Algérie pour occuper des postes clés en Algérie. Cheikh Ibn Khalil, en 2010, il a été limogé. Il a été limogé à la suite d'une enquête qui a été déclenchée par les services du DRS. Bon, bien sûr qu'il y a des affrontements entre le clan du DRS et le clan de l'armée et le clan présidentiel, ça c'est certain. Néanmoins, les faits qui ont été rapportés par cette enquête se sont avérés vrais, puisque au même moment, les Italiens qui ont déclenché alors eux des enquêtes beaucoup plus approfondies, où la justice est intervenue, où le tribunal de Milan a donc ouvert une procédure judiciaire. Dans cette procédure judiciaire sont impliqués le représentant de l'ENI en Algérie, d'autres responsables. Le président directeur général de l'ENI lui-même est impliqué. L'ENI, c'est une compagnie. C'est la compagnie nationale des pétroles italienne. Italienne, voilà. L'Ente Nazionale Idrocarburi, comme ils appellent ça. Et le président, le PDG de l'ENI, et le PDG de l'ENI, c'est un personnage politique extrêmement important en Italie. Il a été inculpé et il a déclaré devant le tribunal de Milan qu'il a rencontré M. Cheikh Ibn Khalil à plusieurs reprises pour discuter avec lui de contrats qui ont été signés entre l'ENI et la Sonatrach. Alors ce qui a été dévoilé par le tribunal de Milan, c'est quand même une commission de 200 millions d'euros, quelque chose comme 250 millions de dollars de commissions qui ont été versées à un certain nombre de personnes qui ont agi au nom de Cheikh Ibn Khalil. C'est ce qu'a découvert le tribunal de Milan. Bon, et parce que ce scandale a éclaté donc en janvier 2010, 3 mois après, Cheikh Ibn Khalil, Bouteflika a été obligé de sacrifier son ami d'enfance et de mettre fin à son mandat de ministre. Il s'est enfui de l'Algérie parce qu'il aurait pu être arrêté à ce moment-là et il est reparti aux États-Unis. Il est resté donc jusqu'à il y a 2 mois quand il est rentré. Y a-t-il un mandat d'arrêt contre lui? Alors, entre-temps, les Algériens qui avaient donc déclenché il y a eu cette enquête qui a démarré et les autorités judiciaires ont ouvert également, ont lancé une procédure judiciaire qui a démarré et il y a eu pour la première fois un procureur courageux qui a lancé un mandat d'arrêt international contre Cheikh Ibn Khalil. Et ce mandat international a été transmis bien entendu aux États-Unis en premier lieu, puisqu'on savait qu'il était là. Ce n'était pas un secret. Et néanmoins, peu de temps après, quelques mois plus tard, ce procureur a été limogé
et il a été limogé parce qu'on dit que le mandat d'arrêt international qu'il aurait émis contenait des vices de forme. Alors, au même moment, on voit que les Américains n'ont pas du tout réagi à cette affaire parce que, à la limite, même à supposer qu'il y ait effectivement des vices de forme dans ce mandat d'arrêt international, néanmoins, il a été transmis aux autorités américaines qui l'ont quand même reçu et qui savent très bien ce que demandent les Algériens. Donc même s'il y avait mais le fond de la question, il est clair. Et quand on sait que les Américains sont extrêmement chatouilleux sur ces questions de commission, etc., ils sont chatouilleux tant que ça ne les concerne pas directement. Quand ça les concerne directement, là, ils ferment les yeux sur tout. Et donc, il n'y a eu aucune réaction de la part des Américains. Quand on connaît tout le passé de Chekib Khalil, quand on sait d'abord et avant tout qu'il est citoyen américain, que tout ce qu'il a fait, et cette fameuse loi sur les hydrocarbures, et tout ce qu'il a permis à Ali Burton de faire en Algérie, que ce soit sur le plan financier ou sur le plan de l'espionnage pur et simple, puisque à travers une des filiales créées entre la Sonatrach et Ali Burton, cette filiale contrôlait non seulement tout le secteur pétrolier algérien, mais y compris le secteur militaire. C'est à travers cette filiale, donc à travers Ali Burton, que l'armée algérienne a commandé à Raytheon, la fameuse compagnie américaine, ce qu'ils ont appelé des mallettes de commandement. Alors ces mallettes de commandement, c'était des mallettes qui contenaient des ordinateurs super sophistiqués et qui traitaient de tous les problèmes de l'armée algérienne, donc sur le plan tactique, sur le plan, enfin, tous les secrets de l'armée algérienne se trouvaient sur ces ordinateurs, sur ces mallettes de commandement, et ces mallettes de commandement, il n'y a que les officiers supérieurs de l'armée, donc tous les grands généraux qui avaient la sienne, et ce n'est qu'au bout de quelques mois que les Russes sont venus dire aux Algériens, dans chacune de ces mallettes, vous avez une petite puce qui envoie tout cela à l'anglais là-bas, et bon, donc ils étaient contrôlés entièrement par les Américains. Donc c'est dire jusqu'où le travail de Chekib Khalil est allé. Bon, quand on sait tout cela, et voilà que ce monsieur débarque tout d'un coup, alors qu'il y a un mandat d'arrêt international qui est lancé contre lui, alors que le tribunal de Milan dit qu'il est impliqué dans des affaires de corruption, etc. Il débarque à Alger, il est reçu même avec les honneurs à l'aéroport d'Oran par le Wali, et depuis, alors on organise tout un spectacle, un show hollywoodien qui est organisé par le pouvoir. On le fait passer dans des zawiyas, donc des confréries religieuses, où il est reçu comme si c'était un saint. Hein, on lui organise des rencontres avec les jeunes étudiants de l'université d'Alger. On lui fait ouvrir un compte Facebook dans lequel il s'adresse à cette jeunesse en leur disant je ne suis pas sollicité pour quoi que ce soit, néanmoins, je suis disposé à travailler pour mon pays et avec vous, et ensemble, nous pourrons faire de grandes choses. Donc, il s'adresse à la jeunesse en leur disant ça. Il y a quelques jours, on l'emmène sur dans le carré des martyrs, donc à Alger, où il va sur la tombe de l'émir Abdelkader, qui est considéré comme étant le plus grand héros de la résistance algérienne. Ça, c'est un honneur qui est réservé uniquement à Bouteflika. Il n'y a que lui qui pouvait aller sur le tombeau de l'émir Abdelkader, éventuellement accompagné peut-être d'un ministre ou deux, mais il n'y a que lui, il n'y a que le chef de l'État. Or, voilà, ce gars-là qui est... tout d'un coup, il devient une personnalité extrêmement importante. Bon, il est certainement dépêché par les Américains. C'est le pion américain pour... Sera-t-il le futur président de l'Algérie? Est-ce qu'il le sera? Ça, je n'en sais rien, mais en tout cas, c'est tout comme. Hein. On est en train de préparer le terrain, parce que les Américains, s'ils l'ont envoyé, c'est parce que tout le monde sait que Bouteflika sa situation, son état de santé est très mauvais, que, bon, il peut décéder, mais même indépendamment de cela, il ne contrôle plus rien. Donc, la fin du régime de Bouteflika n'est pas loin. Donc, les Américains savent que les Algériens sont en train de réfléchir à la manière de préparer la succession, et bon, ils placent leur pion. Voilà,
Juste un point. En fait, c'est un repris de justice potentiel. Oui, oui, très bien. Bien sûr. Bien sûr. Ma dernière question, et on va terminer notre émission. Y a-t-il un avenir avec le pétrole en Algérie? Enfin, actuellement, de toutes les façons, c'est la fin du pétrole là, en Algérie. Hein, c'est le début de la fin. On est loin encore de la fin, mais néanmoins, comme je disais, la production pétrolière est en train de chuter sérieusement. Et bon, quand on sait qu'à travers le monde également, il y a un phénomène de rejet des énergies fossiles, bon, ça aura probablement des répercussions également en Algérie. Néanmoins, ce n'est pas pour demain que le pétrole va disparaître et ne sera plus utilisé comme maintenant. Le régime semble commencer un petit peu à prendre conscience qu'il y a un gros problème. Mais cependant, il n'y a pas de gros efforts qui ont été faits. Alors sur quoi ça va déboucher tout cela? Je n'en sais rien, mais j'espère que ce n'est pas le scénario catastrophe, hein, parce que le scénario catastrophe, c'est la violence ne pouvant venir que de la rue. Est-ce que ça ne risque pas de déboucher sur une situation à l'irakienne, ou à la syrienne, ou à la libyenne? Et je pense que c'est un scénario qui est possible, hein, en Algérie. Bon, voilà. Tu veux poser ta question? Oui, moi j'ai une grande préoccupation. Oui, tout ça est vrai et très intéressant, mais pour moi c'est déjà presque le passé. Et bon, je retrouve effectivement tout ce qu'on avait vu avec notre ami de la presse algérienne. Mohamed Ben Chicou, qu'on a invité ici. Et sur le syndrome mexicain qui frappe l'Algérie. L'Algérie relève du syndrome mexicain. Le Mexique, c'est une grande révolution de lutte pour l'indépendance de fait, puisque le Mexique était complètement assujetti et colonisé pratiquement par les États-Unis. Donc, une grande révolution, l'accession au pouvoir d'un parti quasi unique, et la découverte du pétrole comme clé de l'indépendance, et puis ensuite l'instauration d'un régime purement mafieux. Et c'est la mafiaisation, en quelque sorte, de la planète. Elle est concentrée là, elle a un noyau originel là, dans cette situation mexicaine, qu'on retrouve donc en Algérie, ailleurs en Asie, etc. Ça, c'est bien, mais ce qui m'interroge, c'est l'avenir, évidemment. Et l'avenir, je le vois dans le noyau prometteur de l'Algérie, c'est l'extraordinaire mouvement de masse d'une petite population saharienne contre le développement du gisement, du gaz de schiste. Alors ça, c'est très important, cette caractéristique d'un mouvement de masse fondé purement et simplement sur le respect de la vie. Car l'eau, pas seulement au Sahara, mais l'eau en général sur la planète, c'est la vie. C'est rien d'autre que la vie. C'est l'essence même de la vie. Et donc, sur la base de la sauvegarde de l'essence même de la vie, ils arrivent à faire reculer, cette petite population arrive à faire reculer, et les bureaucraties régnantes, internationales et nationales, et le pouvoir militaire, etc., et les mafias. Bon, c'est-à-dire tout le système qui pèse sur la planète entière, qui est un système purement prédateur. C'est la prédation. Et la prédation recule face à une espèce d'assemblée générale populaire d'une petite population. Voilà. Merci beaucoup Houssine Marti, merci à nos adhérents et puis intervenants. Je rappelle le livre de Houssine Marti, Histoire secrète du pétrole algérien, les éditions à la découverte. Merci à Houssine Marti pour ses éclaircissements. On a été un peu long, mais bon,
On est très content de vous avoir et puis d'avoir eu mais vraiment énormément d'explications sur la situation en Algérie et surtout la situation par rapport au pétrole. Merci et puis Merci je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même jour.